Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous recevons Benoît Lahaye. Benoît Lahaye est un entrepreneur atypique qui a un parcours fabuleux. Nous allons le décrire et le présenter donc dans un instant. Il va être question au cours de cette émission de responsabilité sociale de l'entreprise, de formation, de management et de développement et de croissance, mais avec une vision que je qualifierais d'humaniste, et c'est ce qui nous intéresse à Agora TV. Benoît Lahaye, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez en quelques mots vous présenter? Oui, alors je suis Benoît Lahaye, je suis le fondateur du réseau Attila System. Donc ce réseau est un réseau dans le domaine du bâtiment. Aujourd'hui, il compte 70 entreprises. Je développerai un petit peu plus comment on est arrivé à 70 en quelques années. Je suis au départ couvreur, j'ai un CAP BEP. Et puis j'ai eu l'idée, en regardant l'artisanat fonctionner, de proposer un service qui était plus tourné vers la clientèle au niveau de l'entretien des toitures. Donc on se rendait compte que, j'avais observé qu'on faisait des toitures de manière prématurée. Et je me suis dit, mais pourquoi cette toiture qui est refaite là, alors qu'elle pouvait durer 20 ans, elle est refaite? Donc problème, je dirais, de comportement, problème de vision. Donc moi je me suis dit, il y a vraiment moyen d'assurer de la longévité auprès de ces toitures et de capitaliser, donc quelque part d'avoir une gestion plus responsable de ça. Et puis, il y avait aussi autre chose, c'était la relation avec nos clients. La relation dans l'artisanat est une relation tournée vers le métier, c'est certain, vers le savoir-faire. Donc nos artisans en France ont un vrai savoir-faire. Le commerce est plutôt en second plan. Donc j'ai pu constater qu'il y avait aussi besoin de faire du commerce, du relationnel avec nos clients, leur faire une véritable offre. Et donc j'ai décidé de m'installer à mon compte de manière un peu mijaurée, on va dire, au début, puisque je suis resté salarié en même temps que j'ai créé ma boîte. Et puis en 2003, je crée cette entreprise et je vois qu'il y a un vrai potentiel. 2006, je décide de quitter ma fonction de salariat. Et puis je dis, je vais faire de la maintenance de toiture, assurer la longévité des toits. Maintenance de toiture, est-ce qu'on pourrait dire que c'est un nouveau métier? Est-ce que vous avez inventé un métier? En ce sens, c'est un total nouveau métier. C'est-à-dire qu'évidemment, personne n'a attendu après Attila pour entretenir les toits. Mais une entreprise dédiée uniquement et exclusivement à ça, on est les seuls aujourd'hui à proposer ce positionnement très clair. Donc vous faites de la prévention sur toiture, exactement. Vous anticipez, vous travaillez sur la durabilité d'une toiture. C'est quoi la durée de vie d'une toiture? La durabilité d'une voiture, elle va vaciller entre 15 ans, si elle n'est pas du tout entretenue, jusqu'à 40 ans. Donc suivant la typologie de toit, je ne rentrerai pas dans les détails techniques, mais si elle est pentue, elle durera beaucoup plus longtemps que si elle est plate. Mais néanmoins, par un entretien, on peut augmenter par 2 sa durée de vie. Donc grâce à Attila, on peut avoir une durée de vie de 40 ans pour une toiture. Exactement. Exactement, pour ça. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce passage de salarié à entrepreneur? Vous avez un CAP de couvreur, c'est une success story fantastique qu'on aimerait effectivement faire partager. Quel a été le grand saut pour vous? Comment vous avez décidé de passer du salariat, d'un métier qui vous passionnait, à celui d'entrepreneur? Je crois qu'à un moment donné, on passe entrepreneur parce qu'on a envie de faire avancer les choses, parce qu'on a envie d'innover, parce qu'on a des idées à mettre en place, et ce qui nous est proposé en tant que salarié ne nous convient pas. En tous les cas, on a envie de faire quelque chose de différent. Et je crois que c'est un appel du ventre. Hein. À un moment donné, il n'y a pas de raison plus que ça. On se dit là, je sens que je peux faire différemment. Je ne sais pas si je ferai mieux, mais en tous les cas, j'ai envie d'essayer de faire différemment. Et là, on décide de quitter. Vous êtes toujours senti entrepreneur dans l'âme ou c'est quelque chose qui est venu petit à petit? Alors, moi, c'est même encore pire. Je ne voulais pas être entrepreneur. Mon père étant entrepreneur artisan, je trouvais ça extrêmement pénalisant pour la famille, difficile. Donc, comme quoi, vous voyez... Donc un papa artisan couvreur. Un papa artisan couvreur. Alors, et je ne voulais pas l'être parce que je voyais qu'il travaillait du lundi au dimanche midi et qu'il avait un créneau très court. Et donc, je ne voulais absolument pas être entrepreneur. Et finalement, ça m'a aussi obligé à réfléchir aux conditions de l'artisanat, comment on pouvait finalement améliorer les conditions de vie et comment on pouvait... Voilà. Donc, ça m'a obligé à réfléchir sur 2 axes. Le premier, le cœur de métier, la toiture. Et puis ensuite, comment s'organiser pour économiquement faire quelque chose de performant, de dynamique, alors qu'on était en pleine période de crise. Parlez-nous du métier de couvreur avant que nous rentrions dans le détail de votre démarche entrepreneuriale avec 70 franchises aujourd'hui, vous allez nous l'expliquer, 500 collaborateurs, donc une véritable réussite. Qu'est-ce que vous diriez du métier de couvreur? Est-ce que c'est un métier qui garde des lettres de noblesse? Est-ce que c'est un métier qui prend ses origines chez les compagnons? On a ces métiers manuels en France, tendance à les dévaloriser, à ne pas les mettre en avant. Qu'est-ce que vous diriez?
Déjà que c'est un métier fantastique. Le métier de couvreur et le métier dans le bâtiment, hein. Aujourd'hui, on a vraiment un manque dans le domaine du bâtiment, un manque vraiment dur, et où on a besoin de gens qui sont valorisés dans le domaine du bâtiment. Donc en effet, vous parlez des compagnons, on a là une belle école qui permet de valoriser ces métiers manuels qui aujourd'hui sont des métiers finalement de management où il faut que nos hommes sur un chantier pensent sécurité, pensent collaboration avec les autres corps de métier, pensent à la fin de leur chantier, pensent approvisionnement. Donc bref, on n'est plus du tout à l'époque où il n'y avait pas toute cette technologie. On a besoin de gens performants, de gens investis, et c'est vrai que pour le coup, il y a encore beaucoup de choses à faire évoluer dans le domaine du bâtiment, mais c'est évidemment des métiers intellectuellement, techniquement passionnants. Vraiment. Un métier qui continue et qui parvient quand même à attirer des jeunes ? C'est pas évident parce que la communication n'est pas forcément faite, ni au niveau du collège, on n'est pas dans une culture où on va mettre en vitrine ce type de métier. Donc naturellement, on va pas avoir un vivier énorme. Donc là, il y a aussi un travail de fond à faire, une vitrine, à faire intervenir des gens au moment du collège. Alors tout le monde est d'accord pour dire que le bâtiment c'est très bien, mais au moment où il faut passer aux actes et le faire, je trouve que là on est trop timoré aussi et il faut y aller, quoi. Il faut vraiment aller là-bas. Benoît Lahaye, on a dit donc une entreprise créée en 2003, qui prend son envol en 2006, aujourd'hui 70 franchises, un nouveau métier, on peut le dire, qui est celui de faire de la couverture de toiture par prévention, par anticipation, par entretien, pour améliorer la durabilité. Le modèle économique aujourd'hui, comment il est organisé à travers la maison mère et la relation aux franchisés? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors oui, je peux vous en dire quelques mots, et surtout sur la manière de décider de passer de chef d'entreprise, d'artisan que j'étais en 2006, à un modèle économique qui est un modèle de réseau. Parce que finalement, atypique dans les bâtiments, non? Le oui, modèle de franchisé. Complètement atypique. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a très très peu, vous avez beaucoup ça dans les magasins, donc tout ce qui est, tout ce qui est magasin, alors là, on en a plein, mais dans ce qui est le service, puisque nous... oui, mécanique, automobile aussi, ça oui, existe. c'est vrai, voilà, tout ce qui est atelier, Speedy, voilà, les franchises, exactement. Et là, vous avez inventé dans le bâtiment un modèle de franchise. Absolument, c'est ça. Et donc, du coup, on est en train de développer, on a des gens comme Triba, mais c'est de la concession, mais qui est un magnifique réseau aussi. Donc, mais là, dans le bâtiment, il y avait vraiment quelque chose qui, moi, m'a frappé. C'est de voir que le concept qui était vraiment déjà une réussite quand je l'ai partagé finalement, puisque dans la franchise, il faut que ce soit duplicable. Il faut pas dire parce que c'est le gars qui est bon ou c'est la région qui marche. Non, il faut s'assurer que ça marche avec un autre homme et dans une autre région. Et ce qui, moi, m'a frappé dans cette évolution de réseau, c'est de voir que l'enrichissement de ce modèle a été fait par les franchisés eux-mêmes, et donc moi qui étais finalement le capitaine du bateau, mais c'est la capacité à créer de l'intelligence collective. Moi, ce qui m'a permis aujourd'hui d'arriver, de nous permettre d'arriver à 70 franchises, c'est de s'écouter, c'est de partager les bonnes pratiques, c'est de savoir qu'on ne sait pas. Et par contre, on est capitaine du bateau, c'est-à-dire que néanmoins, ça n'empêche pas, ce principe d'entreprise libérée n'empêche en rien un capitaine des prises de décision, d'avancer, mais il faut encore avoir au fond de soi l'envie de créer un vrai réseau. Et donc c'est pour ça que dans cette période de crise, on a réussi à développer des modèles qui au départ commençaient avec 2 salariés, maintenant on commence avec 4 salariés. On est dans certaines entreprises plus de 12 salariés en l'espace de 3 ans. Donc vous voyez, on a vraiment inventé, fait évoluer les choses, et avec ensuite plein de cœurs de métier que je vais vous développer, qui sont finalement des supports pour toutes ces entreprises, pour ces 70 entreprises. Alors avant de parler des services que vous pouvez proposer aux franchisés, expliquez-nous comment on devient franchisé d'Attila. Comment le processus se met en marche, de quelle manière vous recrutez, si je puis dire, de nouveaux franchisés? Alors là, c'est assez rigolo ce que vous dites, parce que je trouve que ça ressemble beaucoup à un grand mot, à la grande époque, c'est l'ubérisation. En fait, on se rend compte qu'on a des gens à un moment donné, ils veulent plus de patron. Ils veulent être leur propre employeurs, et ils veulent servir un client. Et finalement, je trouve que le réseau de franchise est quelque chose de très mature et très moderne à l'heure où on parle, parce que vous avez des gens qui, à un moment donné, se retrouvent soit au chômage, soit un ras-le-bol, et qu'ils ont envie finalement de prendre les choses en main dans leur vie professionnelle. Vous qualifieriez votre démarche d'une démarche d'ubérisation ? Alors, qui est quand même un peu dénué d'humanisation parfois, dans la manière dont on porte la critique sur ce modèle. Exactement. Sauf que nous, la franchise est beaucoup plus mature.
puisqu'on parle de quoi dans l'ubérisation? On parle de gens qui vont se raccrocher à une plateforme numérique pour finalement être responsables. Mais finalement, la franchise l'a inventé il y a bien plus longtemps que ça, puisque sous une même marque, nous allons travailler ensemble. L'avantage avec la franchise, c'est qu'il y a des règles, elle a une certaine expérience. Il faut savoir qu'en France, nous sommes le pays, après les États-Unis, où la maturité de ce modèle est le plus aboutie. On accompagne d'autres pays dans ce modèle-là. Et ce qui est fantastique au niveau de ce système, c'est que nous, on partage quelque chose. C'est-à-dire qu'on n'a pas le côté, il y a une relation de partenariat. Et en ça, je pense qu'on n'est pas du coup dans l'ubérisation. On est bien dans la franchise. C'était un petit clin d'œil à dire, voilà, comment ensemble on peut s'unir pour développer une marque, un concept, une image et harmoniser. Donc les franchisés aujourd'hui appartiennent au réseau Attila. Ce sont des Attiliens. Mais je suis couvreur de métier, je suis intéressé par la démarche et la franchise Attila. Je fais quoi? J'établis un courrier, je vous appelle, j'ai un accueil. Comment ça se passe? Déjà, il faut savoir que, étonnamment, 80% ne sont pas couvreurs chez Attila. C'est-à-dire qu'ils ont leurs équipes de couverture. Ce sont avant tout des dirigeants d'entreprise. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'au sein de la tête de l'entreprise, ce sont des visionnaires de leur entreprise. D'accord, donc la plupart du temps, vos franchisés sont des entrepreneurs eux-mêmes. Voilà. Alors, et pas des couvreurs totalement, pas toujours de métier. Non. D'accord. Exactement. Qui embauchent ensuite des couvreurs. Qui deviennent techniciens. Et là, nous, on les accompagne énormément parce qu'on veut rester énormément dans la technique. Mais est-ce qu'il est aujourd'hui, moi, ce qui m'importe quand je parle à un chef d'entreprise, c'est sa vision pour ses équipes. C'est sa vision pour ses clients. C'est sa vision sur sa qualité. Et donc, on se rend compte que le salarié qui veut devenir entrepreneur, il a une vraie capacité à développer une entreprise, sauf que techniquement, on doit faire beaucoup de formations, beaucoup l'accompagner, beaucoup l'aider. Mais il sait ce que c'est que de manager une équipe, il sait ce que c'est qu'un comptable, il sait ce que c'est qu'un banquier, il sait ce que c'est qu'un client, il sait ce que c'est qu'un SAV. Et donc, en ça, nous, on va vraiment être très proche d'eux sur la partie technique purement du métier, très très proche. Alors je sais que vous tenez énormément à insuffler une culture d'entreprise, je dirais, avec une marque de fabrique qui est celle d'Attila, autour de quelles valeurs et de quels principes cette culture d'entreprise s'appuie? Cette valeur, elle est vraiment l'écoute des collaborateurs, le collaboratif, le participatif. On parle d'entreprise libérée, qui est un mot un peu à la mode aussi. C'est de comprendre que c'est les collaborateurs qui font la richesse de l'entreprise. Et quand on dit la responsabilité sociale, moi je formais les équipes, on dit ça coûte de l'argent, ça prend du temps, le bien-être à l'entreprise, c'est un peu, on peut presque se moquer. Mais c'est un enjeu économique. On n'a pas le choix. C'est-à-dire que si on est dans une entreprise où les gens ne sont pas bien, on va à la catastrophe. La seule réussite qu'il ne vaut, c'est que si les gens sont bien dans ce qu'ils font, capables de se libérer, capables de ne pas se sentir jugés par leurs responsables, capables de créer, de se planter. Ils doivent se tromper pour pouvoir progresser. Donc il faut libérer les énergies de telle manière à ce que les gens puissent faire grandir l'entreprise. Et ça crée du bien-être à l'entreprise. Et ce n'est en rien une idée philosophique. Même si on peut dire que c'est bien, non, c'est économique. Et cette, je dirais, dynamique managériale, vous arrivez à l'insuffler sur l'ensemble du territoire national avec vos franchisés qui ont des tempéraments, des parcours, des cultures différentes eux-mêmes. Donc, vous travaillez beaucoup sur la formation pour ça? On travaille énormément sur la formation, énormément sur des réunions. Alors évidemment, on a des disparités et c'est bien le rôle du manager, même au plus haut de l'entreprise. Ce rôle de manager au plus haut de l'entreprise, c'est de s'assurer qu'on puisse apporter une plus-value sur le management, sur le comportement, sur l'attitude. Donc on revient surtout aux valeurs, c'est-à-dire la valeur de l'écoute, la valeur de l'échange, du partage. Et en effet, on accompagne, on essaye. Et comme je vous disais tout à l'heure, il y en a certains qui nous montrent aussi le chemin. Puisque quand vous avez la chance d'avoir 70 personnes, vous en avez des meilleurs que vous. Et donc, ces gens-là, il faut pouvoir capitaliser sur leur savoir-faire. Parce qu'aujourd'hui, je crois qu'une entreprise doit s'appuyer sur un savoir-être. Je crois qu'aujourd'hui, les entreprises qui réussissent, c'est le savoir-être, et sur lequel, ensuite, grâce à ce savoir-être, on va capitaliser. Prendre à droite, prendre à gauche, se mettre d'accord, faire des groupes de travail, se réunir, partager les bonnes pratiques avec des gens motivés. Il y a deux modèles. Il y a le modèle pyramidal. Vous avez des grands groupes de distribution. Je ne donnerai pas les noms, mais vous avez aujourd'hui des grands groupes de distribution. Vous avez des groupes qui perdent de l'argent et des groupes qui en gagnent, alors qu'ils font le même métier. Alors, vous pouvez prendre des décisions rapides, en haut de la pyramide, et sauf que quand ça arrive en bas, c'est pas compris, ça donne pas envie. Les gens sont à l'inverse de ce qui a été donné. Puis vous avez d'autres modèles où vous pouvez prendre plus de temps à prendre la décision, c'est vrai.
Il faut plus discuter, il faut plus s'entendre, il faut plus se comprendre, il faut plus se mettre d'accord. Mais par contre, une fois que ça arrive, ça a une force phénoménale. Ça se déploie à une vitesse extrêmement positive et en plus ça régénère de la remontée positive pour des nouvelles idées. Donc c'est un cercle vertueux. D'ailleurs, vous me disiez en préparant cette émission que dans les modalités de communication au sein d'Attila, vous utilisiez d'abord la relation directe, le langage oral, et ensuite vous confirmiez par les outils des nouvelles technologies, le mail notamment, que ce que vous étiez dit oralement les uns les autres. Donc là, c'est un peu, je veux dire, à l'inverse d'une démarche d'ubérisation, puisqu'on ne parle pas une plateforme, on parle entre hommes, et ensuite, et derrière, on confirme en se servant des outils technologiques. Vous confirmez cette démarche? Je la confirme, et ce que je dis, parce que des fois, on est dans une économie qui va très vite, où on envoie des mails, où on envoie des SMS, où on envoie... Et à un moment donné, je pense que si on veut aller vite, il faut aller moins vite. C'est-à-dire que de prendre son téléphone, on peut croire que ça va prendre plus de temps que d'envoyer un mail. Mais par contre, à ce moment-là, on va régler beaucoup de problèmes. Donc moi, dans l'entreprise, on ne s'envoie plus de mails, hormis pour confirmer éventuellement ce qui s'est dit. On est dans la relation humaine. Et c'est bien pour ça, c'est bien parce que l'entreprise va très vite, c'est bien parce qu'on est dans une économie qui va très vite qu'il faut revenir à de l'échange humain. C'est bien parce que tout va 10 fois plus vite qu'avant qu'il faut absolument revenir à de la communication. Parce que sinon, les erreurs vont de plus en plus vite. Les frustrations vont de plus en plus fortes. Donc on se parle au sein d'Attila. On se parle. On communique. On communique. Vous avez aussi insisté, lorsque nous avons évoqué Attila, en préparant cette émission, sur la formation. Pour vous, la formation, c'est une clé de développement et de réussite de l'entreprise, formation initiale et formation continue. Vous avez un centre de formation à Montargis, puisque la maison mère est installée là-bas, tout est parti de Montargis, mais vous développez, vous avez un plan de développement des centres de formation sur l'ensemble du territoire national. Parlez-nous de la formation, de ce à quoi elle sert, et surtout de ce que vous voulez en faire. Alors la formation, pour moi, est une clé de voûte de la réussite de l'entreprise, parce que quand vous développez une entreprise, vous êtes face au quotidien à des difficultés, à des problématiques. Ces problématiques, vous, comme je vous disais tout à l'heure, vous observez finalement là où ça se passe le mieux, et ensuite il faut être capable de le déployer, de le dupliquer. Donc pour ce faire, Attila est en train de se doter de 3 centres de formation. Un est déjà construit à Montargis, un autre viendra à Lyon et ensuite à Bordeaux. Ces espaces de formation ne peuvent pas remplacer ce que j'appelle l'animation ou le management. Il faut que chaque individu puisse à un moment donné se poser pour se former. Il faut arrêter de vouloir insuffler ou obliger les gens, pendant qu'ils sont en train de faire une tâche, à croire que parce qu'on leur a dit, ils vont savoir le faire. Donc il faut retirer les gens à un moment donné en formation continue de leur quotidien pour pouvoir se poser. Et puis dans la formation, il y a évidemment la formation, l'évolution, mais il y a aussi le fait de se retirer de son quotidien, de prendre de la hauteur. Donc en effet, la formation fait partie intégrante d'un processus global chez Attila. Quand on a acquis une formation initiale en tant que couvreur, est-ce qu'on peut progresser techniquement parlant, en formation continue, ou est-ce que le métier, une fois qu'il est acquis, est le même toute la vie? Moi, je connais aucun métier qui n'ait pas de l'innovation tous les mois. Donc, couvreur fait partie des métiers qu'on peut penser traditionnels, où il y a énormément d'innovation. Mais moi, je suis toujours étonné. On peut innover sur n'importe quel produit. Vous prenez n'importe quel produit, vous allez vous rendre compte qu'il y a de l'innovation en permanence. Donc, les couvreurs n'échappent pas à ça, sauf que malheureusement, la culture de la formation reste à vraiment plus développer. Mais la formation, elle s'adresse d'abord, on dit souvent que l'escalier se balaye du haut vers le bas, et je crois que la formation commence d'abord par le dirigeant. Donc nous, chez Attila, on forme bien sûr les couvreurs, mais on s'assure que les dirigeants d'entreprise se forment. Parce que comment dire à quelqu'un, moi j'ai pas le temps de me former, toi vas-y, on va avoir un décalage. Donc on s'assure que quand même les dirigeants s'intéressent à la formation, comprennent le sens et puis surtout déploient la formation jusqu'au... Vous misez donc sur l'exemplarité. Absolument. Donc vis-à-vis de vos collaborateurs. Là aussi, un point que nous avons évoqué, combien gagne un couvreur aujourd'hui? Alors un couvreur qui va démarrer va être aux alentours des 1300, 1400 euros net. Hein, là je vais parler en net. Et puis quelqu'un qui est... capable, responsable, qui est impliqué dans l'entreprise, c'est-à-dire que ce que tout chef d'entreprise souhaite peut monter jusqu'à 2500 euros net au bout de 4-5 ans d'expérience avec une stature de responsable, de gens, voilà. Et encore une fois, il ne faut pas limiter ce métier à une action
opérationnel, à une tâche, on va demander à un couvreur de chez Attila, un technicien de toiture Attila, de pouvoir faire du management, de pouvoir faire du relation client, de pouvoir faire de l'anticipation de préparation de ces chantiers, bref, faire grandir la fonction au-delà de l'action technique. Vous nous avez fait partager au cours de cet entretien une forme d'humanisme entrepreneurial. Comment vous gérez les fins de carrière, les fins de parcours professionnel? On sait que c'est un métier difficile et quelqu'un qui arrive, je dirais, à la fin de la cinquantaine, à 60 ans, est-ce qu'il est toujours sur un toit chez Attila ou est-ce que vous savez utiliser ses compétences dans d'autres domaines? Alors déjà, par rapport à ces métiers qui sont très difficiles, je pense qu'il faut en effet ne pas faire les mêmes tâches quand on a 25 ans que quand on en a 50. Mais il y a aussi une logique dans le domaine du bâtiment qui est que faire attention à soi, faire attention à son corps, faire attention à ses mouvements, faire attention à se protéger du froid, à se protéger du chaud. Et tout ça aussi permet d'arriver à un certain âge dans de meilleures conditions, parce qu'on a connu le bâtiment à une époque qui était un peu rustre, un peu dur. Je pense qu'on peut aussi, par des réflexions, améliorer le quotidien opérationnel des gens. Et en effet, ensuite, si à 60 ans ou à 55 ans, on a la possibilité de trouver des gens qui sont pédagogues, qui ont beaucoup d'expérience, évidemment, pourquoi pas les utiliser dans nos centres de formation. Ça, c'est vraiment... Vous le faites aujourd'hui? Il y en a certains qui interviennent, absolument. Très bien. Vous avez 70 franchises sur le territoire national. Vous avez un potentiel de 400 points, je crois. Oui, 400 points, c'est tout à fait absolument abordable. Sur le territoire. L'international, c'est quelque chose qui vous tente ou pas encore? C'est quelque chose qui n'est pas encore à l'ordre du jour parce qu'on a la chance déjà d'être en France, d'avoir un marché énorme. Mais évidemment, on a du coin de l'œil le fait que ce métier, ce nouveau métier, peut absolument se dupliquer chez nos voisins, mais ce n'est pas à l'ordre du jour. Vous avez 39 ans, Benoît Lahaye, et c'est une très belle réussite. Attila, quel conseil vous donneriez aux jeunes Français qui ont envie d'entreprendre, mais qui hésitent et qui s'interrogent sur le modèle économique et social français pour pouvoir le faire? Déjà, d'avoir confiance dans notre pays, parce qu'aujourd'hui, je pense que vraiment, on a une chance énorme, c'est d'être en France, que ça repose aussi sur eux. C'est-à-dire de ne pas attendre de nos politiques, de ne pas attendre de nos banques, c'est-à-dire qu'entreprendre, c'est pas évident, c'est pas facile, mais quelle récompense! C'est-à-dire que oui, il y aura des moments difficiles, oui, on va pas réussir tout le temps, entreprendre, c'est rater, entreprendre, c'est se tromper. Donc, avoir confiance. Nous sommes ce que nous disons. Si un jeune dit « je n'y crois pas », alors en effet, il ne faut pas qu'il y aille, puisqu'il est déjà perdant. Donc pour moi, c'est d'abord une attitude. Ce que je leur dis, c'est regardez-vous dans la vitre, dans le miroir, regardez-vous. Si votre comportement est positif, alors faites tout ce que vous avez envie. Si votre comportement n'est pas positif, alors travaillez là-dessus. Benoît Lahaye, patron, fondateur d'Attila, couvreur au début de sa carrière, aujourd'hui une success story qui nous dit qu'il est bon d'entreprendre en France, qu'il faut avoir confiance en notre pays et en l'avenir. C'est un témoignage que nous voulions vous faire partager. Agora TV est heureuse de mettre à l'honneur ce type de personnalité dont notre pays a besoin, qui sont des locomotives économiques. C'est tout le sens et les valeurs de Agora TV. Benoît Lahaye, merci. Merci à vous. Et bonne continuation à vous. Merci. À bientôt. Au revoir.